S'il y a bien un sujet sur l'investissement en bourse ou les marchés financiers qui a fait énormément couler d'encre sur Internet, c'est vraiment le sujet des bear markets et des cracks boursiers. D'un côté, on va voir les gens qui, quand il va y avoir un crack boursier, qui vont dire bah moi je vous l'avais dit qu'il fallait pas investir, vendez tout, vendez tout. Et puis de l'autre côté, on va voir des gens qui vont dire bah c'est un moment pour pouvoir re-rentrer parce que globalement le marché fonctionne très bien sur le long terme. Même si ça peut descendre plus bas, je vais re-rentrer. Mais voilà, il y a toujours à peu près les deux écoles, des gens qui sont des éternels optimistes, d'autres qui vont être des éternels pessimistes. Et l'idée en fait de cette vidéo, c'est de se focaliser sur ce sujet-là, donc le sujet des bear markets et des cracks boursiers, et de voir en fait comment on peut être amené à survivre à ces épisodes-là. Est-ce qu'on a besoin en fait de les prédire? Comment on pourrait éventuellement essayer de les prédire ou de se prémunir en cas de baisse pour avoir un portefeuille qui soit équilibré en faisant attention à notre allocation d'actifs, etc., etc. Parce que même si aujourd'hui tu n'as pas encore commencé à investir et que tu vois une première grosse baisse sur les marchés financiers comme celle qu'on avait pu avoir en mars 2020 avec la crise sanitaire, bah, si c'était ce moment-là que tu souhaitais investir, ça pouvait être une super opportunité pour toi pour pouvoir rentrer avec une baisse significative du marché. Mais si aujourd'hui tu n'as pas encore vécu ta première baisse de marché sur les marchés financiers, il y a un moment donné, quand tu auras placé ton capital, tu le vivras à un moment donné ou à un autre, parce que c'est un marché qui reste cyclique, beaucoup moins rapide que ce qu'on peut retrouver en termes de cycle, comme par exemple dans celui du marché des crypto-monnaies, mais ça reste quand même un marché qui est relativement cyclique. Des fois on a des hausses, des fois on a des baisses, des fois on a des périodes de latéralisation, on peut avoir des grosses peurs à un moment donné, hein, comme la grosse dépression de 1929, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, la décennie perdue, etc., etc. Donc des événements historiques, en fait, il y en a eu plein, et donc la probabilité que tu sois confronté à un moment donné ou à un autre à un événement économique majeur, à un problème géopolitique, à une baisse significative des marchés financiers, donc à un bear market prolongé, une baisse des marchés financiers ou un gros crack boursier, ça reste quand même très présent. Et donc l'idée en fait de cette vidéo, c'est de te permettre de te présenter certaines approches, certaines stratégies, certaines manières peut-être de réfléchir qui pourraient te permettre de prendre du recul par rapport à tout ça et de voir comment tu pourrais te protéger, comment mieux appréhender ces épisodes en fait de bear market et de crack boursier qui sont quand même très récurrents globalement sur l'historique des marchés financiers. Donc là, je t'ai mis à l'écran les performances du Dow Jones entre 1896 et 2016, et ce qu'on remarque, c'est que malgré les grosses problématiques qu'on aura pu rencontrer à un moment donné ou à un autre, par exemple la dépression de 1929, les guerres mondiales, etc., depuis le début, on est quand même sur un indice qui a très très bien performé et qui à chaque fois a su à un moment donné ou à un autre dépasser son précédent plus haut. Par contre, des fois, c'est plus ou moins long. Par exemple, pendant la période là, après la grande dépression de 1929, pour peu que tu n'aies pas racheté sur ces périodes-là et que tu n'aies pas lissé à la baisse une partie de ton portefeuille en rachetant à des niveaux un petit peu plus bas, bah, si tu avais acheté pile au pire moment à ce moment-là, il t'aurait fallu 25 ans à attendre avant de pouvoir avoir le marché qui redépasse en fait son précédent plus haut. Là ici, il aurait fallu 16 ans, là il aurait fallu 6 ans, etc. etc. Pareil, si on regarde le S&P 500, si tu regardes les performances après l'explosion de la bulle Internet, donc dans les années 2000, il a fallu attendre jusqu'à 2012, donc 12 ans en fait pour le S&P 500 pour redépasser son précédent plus haut. Donc en effet, c'est pour ça que les cracks, les bear markets, ça fait peur, parce que même si structurellement la bourse reste extrêmement haussière depuis le début en fait que ça existe, il y a quand même eu des moments où on peut avoir des recovery time, donc des temps pour redépasser notre précédent plus haut, qui peut être plus ou moins long. J'avais d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur cette chaîne YouTube pour montrer que oui, la bourse est structurellement haussière, mais ça ne justifie pas non plus d'acheter à n'importe quel prix. Par contre, attention, hein, le pire des scénarios, c'est de rester en fait en cash pendant trop longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui sont restées en cash après l'explosion de la crise des subprimes en 2007-2008, et on a eu le plus bas pour le S&P 500 à peu près à 770$ le 20 février 2009, hein, après la crise des subprimes. Et à ce moment-là, je me souviens, il y avait beaucoup de personnes qui disaient il faut pas investir, ça va descendre encore plus bas, etc., etc. Et finalement, on a eu un bull market énorme. Et justement, les pires perdants, c'est pas ceux qui ont investi peut-être même un petit peu plus haut, qui avaient acheté pendant la crise des subprimes, même avant, entre 2006 et 2007. C'est pas eux en fait les pires perdants. Les pires perdants, c'est ceux qui pensent toujours que ça va descendre plus bas, qu'il va y avoir une explosion comme celle qu'on aura pu avoir lors de la crise de 1929, et quand bien même à un moment donné cette crise arriverait, comme ça a été le cas, on a eu quand même une baisse significative et importante en mars 2020 avec la crise sanitaire, bah en fait
le plus bas de mars 2020, c'est quand même nettement plus haut que le plus haut qu'on avait pu avoir en 2006-2007, avant l'explosion de la crise des subprimes. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est super important en fait de se rendre compte un petit peu de tout ça et de prendre du recul, d'où l'intérêt du contenu que je vais essayer de te présenter aujourd'hui. Donc pour être sûr qu'on parte sur le même pied d'égalité, je t'ai mis quelques définitions là à l'écran concernant le crack et les marchés baissiers. Donc un crack, ça va correspondre à une chute brutale et de grande ampleur des cours d'une ou plusieurs catégories d'actifs. Donc par exemple, ça peut être même les actions, les obligations, ça peut dépendre aussi des différentes places financières. On parle de crack obligataire ou de crack notamment des actions. Mais il faut savoir que quand on parle de crack, il n'y a pas un pourcentage de baisse précis pour déterminer si on a affaire à un crack ou plutôt à un marché baissier. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si à un moment donné, du jour au lendemain, comme on a pu l'avoir avec mars 2020, avec la crise sanitaire, quand on a eu une baisse à 2 chiffres qui s'est produit comme ça presque du jour au lendemain, en quelques jours ou même en quelques semaines, là en général on parle plutôt d'un crack, mais dans la définition commune, il n'y a pas un chiffre spécifique où on est sûr finalement de parler d'un crack si tu veux. Concernant les marchés baissiers, ça va être défini comme une baisse de 20% ou plus d'un indice boursier majeur par rapport à un sommet récent, quelle que soit l'ampleur ou la progression de cette baisse. Le marché baissier persiste jusqu'à ce que les actions se rétablissent et dépassent le sommet précédent, ce qui peut prendre des fois quelques mois, voire plusieurs années en fonction des circonstances et des exemples que je t'ai présentés un petit peu plus tôt. En général, on sait que les classes d'actifs, elles fonctionnent sous forme de cycle, donc il y a un document là que je t'ai mis à l'écran qui représente très bien ça. On le voit de manière très présente, notamment sur le marché crypto, mais avec un cycle beaucoup plus long, beaucoup plus espacé et beaucoup plus lent aussi, parce que dans crypto, on est quand même sur des cycles beaucoup plus rapides et beaucoup plus violents, mais en bourse ou sur les marchés financiers, on retrouve à peu près ces mêmes types de cycles, avec des phases comme l'espérance, la capitulation, la colère, la dépression, la phase également d'euphorie, etc., etc. Donc c'est des cycles comme ça qui se répètent au fur et à mesure, et c'est comme ça en réalité que fonctionnent les marchés financiers de manière générale, parce qu'ils sont fortement impactés par la psychologie humaine, et cette psychologie humaine, elle a été analysée, étudiée depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années, et on est capable d'expliquer d'un point de vue psychologique et d'un point de vue comportement pourquoi on se retrouve dans tel type de cycle plutôt qu'un autre. Voilà, si ça t'intéresse, je pourrais faire d'autres vidéos à ce sujet, mais en tout cas, globalement, on arrive à retrouver des cycles quand même qui se répètent au fur et à mesure du temps, même sur les marchés financiers. Donc c'est important de noter qu'une baisse des marchés boursiers, ça précède généralement une récession. En d'autres termes, le marché boursier atteint généralement un sommet et commence à décliner plusieurs mois avant le début officiel d'une récession. Donc le cycle du marché va dépendre beaucoup des cycles économiques, et je t'ai mis quelques exemples à l'écran. Par exemple, le début officiel de la récession de 2007 a eu lieu en décembre 2007, mais l'indice S&P 500 a atteint un sommet en octobre 2007 et a diminué par la suite. Pareil, un autre exemple, le début officiel de la récession de 2001 a eu lieu en mars 2001, mais le S&P 500 a atteint son sommet 6 mois plus tôt, vers septembre 2000. Et ça revient un peu au graphique là, que je te présente à l'écran. Le business cycle en bleu, en fait, ça correspond au cycle économique, et la courbe en orange, ça correspond en fait au cycle du marché des actions. Et on se rend compte que en fait, ils se suivent, mais ils n'arrivent pas en même temps. On a justement le marché des actions qui souvent va être assez précurseur de ce qui peut se passer potentiellement d'un point de vue économique, et c'est pour ça que quand on commence à avoir une baisse importante et significative qui va se prolonger sur le marché actions, donc par exemple là sur le cas du S&P 500, ça peut être précurseur d'une récession à venir dans les mois voire dans les années qui vont suivre. C'est important de noter également aussi que les taux d'intérêt générés par les banques centrales, elles ont un effet important sur l'économie et donc sur les cycles financiers. La Fed, donc la Réserve fédérale américaine, qui est la banque centrale américaine par exemple, va avoir deux objectifs clés. Premièrement, maximiser l'emploi, et également aussi maintenir un niveau d'inflation qui va être environ d'à peu près 2% annualisé. Donc quand on va avoir une inflation qui va augmenter, on va augmenter les taux d'intérêt jusqu'au moment où il va peut-être y avoir quelque chose qui va se casser dans l'économie, et peut-être des entreprises qui vont faire faillite, et donc beaucoup de gens qui vont être sans emploi, donc auquel cas il va falloir peut-être baisser les taux d'intérêt, mais en gros c'est un peu comme une manette qu'on va augmenter ou diminuer pour essayer de soit maximiser l'emploi, soit de diminuer l'inflation, si possible les deux, mais la plupart du temps aujourd'hui ils sont plutôt en train de jongler, là en ce moment en train d'augmenter les taux d'intérêt pour limiter l'inflation, mais on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui font faillite et qui commencent à foutre à la rue quand même pas mal de gens, surtout aux États-Unis, et donc ça peut également aussi être signe précurseur peut-être d'une baisse à venir des taux d'intérêt de la Fed. Et là je t'ai mis
mis l'historique à l'écran et que tu peux retrouver librement sur Internet, des taux d'intérêt au fur et à mesure du temps. Et on voit que, tu vois, généralement, on a des fois des augmentations de taux d'intérêt. Et puis ensuite, quand on a une baisse, c'est précurseur éventuellement d'une récession. C'est ce qu'on appelle plus globalement le pivot de la Fed. Donc quand tu as une augmentation des taux et qu'ensuite on a une baisse, à chaque fois qu'on a une courbe en grise, là, comme ce que tu peux voir à l'écran, en fait, une colonne en grise, ça, c'est signe d'une récession économique. Et à chaque fois, ça a été précurseur. À chaque fois qu'on a une augmentation des taux d'intérêt et une baisse, souvent, ça s'est suivi d'une récession. Peut-être pas forcément tout de suite, mais dans les semaines, mois, voire les années qui ont suivi, souvent, ça a été précurseur quand même d'une récession. Et là, en ce moment, si on analyse, on n'a eu que des augmentations des taux au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Et on peut estimer que si à un moment donné, il y a quelque chose qui se casse au niveau de l'économie et que la Fed décide de nouveau de baisser les taux d'intérêt parce qu'il y a trop de personnes qui perdent leur emploi et qu'on ne peut pas se permettre encore d'augmenter les taux d'intérêt, elle va peut-être décider de les baisser. Et ça, peut-être que ce sera de nouveau précurseur d'une récession à venir dans les semaines, mois, voire dans les années à venir. Par contre, c'est vraiment super important de comprendre que malgré le fait qu'on peut retrouver des ressemblances entre les différents cycles qu'on peut analyser, il faut bien comprendre que chaque cycle, intrinsèquement et de manière individuelle, reste quand même assez différent. Il y a toujours une individualité auprès des différents cycles qu'on sera amené à analyser. Parfois, il y a par exemple une plus grande bulle sur les actions que dans l'immobilier, comme ce qui s'est produit dans les années 2000 avec la bulle Internet. D'autres fois, il y a une plus grande bulle dans l'immobilier que dans les actions, comme on a pu l'avoir en 2007-2008 avec la crise des subprimes. Il peut également aussi y avoir une forte inflation et une récession, comme dans les années 1970 aux États-Unis, etc. Donc on a quand même des cycles financiers qui peuvent s'entreposer les uns avec les autres, mais il faut faire attention à la manière dont on sera amené à les interpréter parce que on a toujours des modifications et même si les cycles financiers riment d'une certaine manière, ils restent quand même la plupart du temps assez différents. C'est vraiment important de comprendre aussi que le cycle de la dette, comme je te l'ai montré tout à l'heure avec les taux d'intérêt, ça va jouer aussi un rôle important dans le cycle économique. Tout est influencé par les taux d'intérêt des banques centrales et notamment par l'une des plus grandes banques centrales, si ce n'est la plus grosse banque centrale du monde entier, qui est celle aux États-Unis qu'on appelle la Réserve fédérale. Il peut y avoir ou non un événement spécifique provoquant un krach boursier à la fin de la phase de bulle. Souvent, les valorisations deviennent trop élevées et certains investisseurs arrêtent d'acheter et commencent à vendre. Et ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui va voir qu'on va commencer à vendre et il va vendre aussi, etc. etc. Et donc à un moment donné, quand il y a une explosion de la bulle, c'est quand tout le monde voit que ça commence à vendre et que tout le monde a envie de vendre en même temps. Et là, c'est un peu la cascade et tout le monde a envie de sortir du marché le plus rapidement possible. Donc finalement, comment se protéger correctement d'un krach ou d'une forte baisse? C'est aussi l'objectif de cette vidéo. Donc étant donné qu'il y a très peu de chances ou de probabilité vraiment de prédire un krach boursier en avance, le meilleur moyen de se protéger reste une bonne diversification de portefeuille avec la diversification interactif et intraactif, sectoriel, géographique avec les devises, etc. Comme je te l'explique depuis maintenant un certain temps sur cette chaîne YouTube, le rééquilibrer régulièrement et maintenir par exemple un taux d'épargne élevé avec un faible effet de levier. C'est ça qui va te permettre mathématiquement en fait de te protéger correctement en cas de krach ou en cas d'une forte baisse. Les ETF également, ça peut être une très bonne alternative parce que c'est une gestion passive de portefeuille, tu vas être très très bien diversifié, tu vas avoir une très bonne diversification sectorielle, géographique, tu peux te diversifier en termes de devises, en termes d'actifs différents, etc. etc. J'ai fait d'ailleurs des dizaines et des dizaines de vidéos sur cette chaîne sur l'utilisation des ETF et sur la gestion passive, qu'on appelle aussi communément le lazy investing. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à jeter un coup d'œil dans la playlist bourse, tu trouveras pas mal d'informations dessus. Et du coup, globalement, pour créer son portefeuille, on va regarder par exemple des matrices de corrélation. Et l'objectif, c'est d'avoir des actifs en portefeuille qui ne sont pas ou très peu corrélés les uns avec les autres. Donc plus on va retrouver des actifs qui ne sont pas ou peu corrélés les uns avec les autres, plus ça va avoir d'intérêt de les ajouter éventuellement en portefeuille, parce que ça va nous permettre en tant qu'investisseur de lisser la volatilité de notre portefeuille et éventuellement aussi d'avoir des performances qui vont être beaucoup plus durables sur le long terme et diminuer notre risque. C'est toujours une balance entre le risque et le rendement, mais d'avoir un portefeuille et une très bonne allocation d'actifs, ça va nous permettre d'avoir un risque qui va être équilibré et de maximiser au maximum nos performances sur le long terme. Donc pour en savoir un petit peu plus sur l'allocation d'actifs et la diversification de portefeuille, je t'ai mis quelques vidéos là à l'écran que tu pourras retrouver dans la playlist bourse. Une vidéo qui s'intitule Allocation d'actifs pour gérer son portefeuille comme un pro et un autre, le portefeuille Trinité de Meb Faber qui est issu d'une analyse académique et d'une étude académique faite par Meb Faber qui pourra te donner une vision un peu plus objective de
de la manière dont tu pourrais éventuellement te constituer un portefeuille équilibré en bourse. Il faut savoir également aussi que pour te protéger correctement d'un crack ou d'une forte baisse, même si la meilleure solution, la meilleure alternative pour un particulier, c'est éventuellement de s'orienter vers une stratégie et une approche passive comme celle des ETF ou des trackers, tu peux également aussi décider de faire une veille active de ton portefeuille, comme celle qui est décrite dans le papier de recherche de Meb Faber, là que je te mets à l'écran. Et je te mettrai le lien dans la barre d'infos si tu veux en savoir un petit peu plus. Et typiquement, dans ce papier de recherche, il nous présente un portefeuille modèle qui va investir dans 20% dans des actions américaines, 20% dans des actions internationales, 20% dans des rates qui en fait correspond à de l'immobilier coté, 20% dans des matières premières et 20% dans des bons du trésor américain qui en l'occurrence sont des obligations. Et finalement, si l'un de ces actifs tombe en dessous de sa moyenne mobile sur 10 mois, le portefeuille modèle va vendre cette classe d'actifs particulière et va la mettre finalement en trésorerie directement en cash. Et lorsque cette classe d'actifs va être de nouveau au-dessus de sa moyenne mobile sur 10 mois, le portefeuille va acheter de nouveau cette classe d'actifs et donc ça peut nous permettre de lisser la volatilité et d'avoir même des performances plus élevées qu'une simple gestion indicielle. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je ne vais pas le décrire en profondeur dans cette vidéo parce que sinon elle serait bien trop longue, mais je te remets encore une fois le papier de recherche dans la barre d'infos si c'est un sujet que tu souhaites creuser. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé et qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux en savoir plus sur l'investissement en bourse ou sur les marchés financiers de manière générale, je t'ai préparé un programme de formation offert que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc tu verras dans la description, je te mets un lien, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.